Cédric Fisson, je suis chargé de mission au GIP Seine-Aval. Donc le GIP Seine-Aval qui est un groupement d'intérêt public qui, pour présenter la structure, qui a été créée en 2004 suite à un programme scientifique qui existait depuis le milieu des années 90. Ce programme scientifique avait été créé à l'époque pour mieux comprendre le fonctionnement de l'estuaire de Seine, mieux comprendre son état de santé et mobiliser une communauté scientifique pour apporter des éléments de connaissance, des éléments de gestion aux différents acteurs qui étaient sur l'estuaire de Seine, dont la région, l'État ou l'Agence de l'eau à l'époque. Ces scientifiques-là, donc à partir du milieu des années 90, ont travaillé pour mieux comprendre le fonctionnement environnemental de l'estuaire de la Seine de façon assez globale sur différentes thématiques. On a travaillé une dizaine d'années et ont accumulé les données, ont accumulé la connaissance qui pouvait être utile aux gestionnaires, mais ces gestionnaires avaient un peu de mal à s'y retrouver dans cette masse d'informations-là. Et du coup, on créé le groupement d'intérêt public Seine-Aval pour piloter ce programme de recherche et pour leur faire remonter à eux, gestionnaires, les éléments de connaissance qui pouvaient les intéresser dans leurs différentes actions politiques ou aménagements. Et donc du coup, les missions de ce GIP Seine-Aval ont été de piloter le programme de recherche, du coup pour acquérir de la connaissance environnementale sur l'estuaire de Seine, capitaliser toute cette information-là et s'en faire le relais vers les acteurs de l'estuaire. Donc c'était vraiment de la science au service de la gestion. Donc du coup, ça fait maintenant depuis 2004 qu'on existe, toujours avec ces missions-là, vraiment avec ce rôle d'interface entre la science et la gestion. On est aujourd'hui financé par un certain nombre d'acteurs de l'estuaire, donc la région Normandie, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les 3 départements qui sont concernés, donc Eure, Seine-Maritime, Calvados, des agglomérations, donc l'agglomération du Havre, Rouen Métropole, Caux-Vallée de Seine et Seine-Eure, une union d'industriels, l'union des industries chimiques, et les 2 ports, donc le Grand Port Maritime de Rouen, le Grand Port Maritime du Havre. Donc tous ces acteurs-là pour collectivement, mettre des financements, mettre de la connaissance et des moyens pour avoir une meilleure connaissance du fonctionnement de l'estuaire de Seine et intégrer cette connaissance, eux, dans leur politique ou dans leur gestion. Donc voilà globalement pour nos missions. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, eux viennent avec des questions qui peuvent se poser sur la qualité de l'eau, sur les inondations, sur le fonctionnement hydro-sédimentaire, on va dire, de l'estuaire de la Seine. Nous, ces questions-là, on va les décliner, ces questions souvent très pragmatiques, on va les décliner en questionnement scientifique. On fait des appels d'offres, les équipes scientifiques y répondent, on monte des projets avec eux, et après on passe des conventions avec ces équipes-là pour qu'ils fassent leur recherche sur l'estuaire de Seine. On travaille avec les universités, avec l'IFREMER, l'IRSTEA, les grands organismes publics de recherche et les universités. Et après, du coup, on capitalise, on mobilise, on synthétise cette connaissance-là et on a un rôle d'expertise auprès de nos membres. D'un point de vue, géographique, on travaille du coup sur l'estuaire de Seine, que nous, on va définir comme toute la zone aval de la Seine soumise à la marée, donc du barrage de Pose en amont jusqu'à l'approche baie de Seine en aval au niveau du Havre, Honfleur. Donc ça représente quasiment 200 km de Seine, avec la Seine et un petit peu les zones latérales qu'il peut y avoir sur les bords ou sur les côtés. D'un point de vue thématique, on va s'intéresser à toutes les dimensions environnementales, donc du fonctionnement physique de l'estuaire, comment varient les niveaux d'eau, comment se déplacent les sables, les vases. On va toucher à tout ce qui est qualité de l'eau, donc qu'est-ce qu'on a comme polluants en estuaire, dans la Seine, d'où ils viennent, quels effets ils peuvent avoir sur les organismes aquatiques, est-ce qu'ils posent des risques environnementaux, sanitaires aussi. Tout ce qui va toucher plutôt à la biologie, l'écologie, donc on travaille pas mal sur les poissons, sur les crustacés, un petit peu tous les organismes aquatiques qu'on va pouvoir retrouver en Seine, sur leurs habitats, donc qu'est-ce qu'il y a comme, on va dire, est-ce qu'ils sont présents en Seine, comment est-ce qu'on peut optimiser leur présence via la restauration d'habitats par exemple, ça on pourrait y revenir également,
et tout ce qui va un peu concerner les usages ou le lien entre l'homme et l'estuaire, sa perception aussi de l'estuaire. Donc vraiment toutes ces thématiques de façon assez large vont être un peu notre champ d'action. L'estuaire de Seine tel qu'il est aujourd'hui, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de choix d'aménagement, de choix politiques, de choix économiques qui ont été faits dans le passé. On est donc sur le fruit de cette histoire-là, et ce qu'on fait de l'estuaire aujourd'hui, ou les choix qui sont faits aujourd'hui, construisent l'estuaire de demain. Donc on est sur une trajectoire qui est toujours intéressante à avoir en tête, à la fois pour connaître un petit peu le pourquoi est-ce qu'on en est là, et se projeter dans l'avenir. Pour faire cette évolution, cet aménagement de façon assez rapide, l'estuaire était considéré comme sauvage jusque, on va dire, début du 19e siècle. Donc un estuaire peut pas aménager, avec des fosses, avec des hauts fonds, avec un cours qui pouvait varier selon les saisons, selon les crues, selon les tempêtes, donc quelque chose d'absolument pas stable. Et à l'époque déjà, c'était une voie d'entrée vers Paris, donc un rôle économique très important, qui était vraiment la façade maritime de toute la région parisienne. Avec du coup ce fonctionnement sauvage qui engendrait des grosses difficultés de navigation, avec des échouages réguliers quand il y avait des tempêtes, quand il y avait des grandes marées, la pratique du halage dans le secteur qui va nous intéresser, où du coup les bateaux pour remonter devaient être tirés soit par des chevaux, soit à dos d'homme, avec une pratique assez compliquée quand on regarde les différents témoignages ou les cartes ou les choses d'époque qu'on a. On voit notamment des trajets qui changeaient beaucoup de rives, beaucoup de berges des fois qui passaient sur les îles aussi, et de voir vraiment la difficulté qu'il pouvait y avoir pour remonter les bateaux. De mémoire, on avait des témoignages, là je crois que c'était entre Ouassel et Pose, il y avait 10 à 12 changements de rive pour remonter les quelques dizaines de kilomètres qu'il y a entre ces deux rives-là. C'était surtout par barque, enfin du coup, quand il y avait une berge qui n'était pas praticable, transporter les gens et parfois les chevaux, du coup pour les faire changer avec plein de point de halte qu'il y avait parsemé avec un chemin qui était déjà un petit peu tracé. Ce qu'on voit bien sur un petit peu sur ces trajets-là, et pour pouvoir remonter la Seine. Donc ça prenait énormément de temps, d'énergie, d'argent, beaucoup de monde, et vraiment une vie autour de ce halage et cette remontée des bateaux. Et du coup, avec des métiers qui étaient très présent, une histoire qui est encore très présente et qui aujourd'hui marque encore pas mal des mémoires sur on va dire sur la batellerie de façon assez large. Plus en aval, donc plus vers l'embouchure de la Seine, là on était plutôt sur du pilotage de bateaux, et réussir à remonter avec la marée, avec les vents, quelque chose aussi d'assez compliqué, au gré des courants, des bancs de sable qui bougeaient. Ce qui s'est passé au début du 19e siècle, il y a eu une volonté d'aménager la Seine pour faciliter, pour sécuriser aussi la navigation et du coup les intérêts humains, économiques qu'il pouvait y avoir derrière. Plusieurs projets sont sortis à cette époque-là, avec une Seine qui aurait pu être, qui pouvait prendre plusieurs directions. Il y avait des projets de construction des canaux, de canaux tout au long de la Seine, et finalement ne pas toucher à la Seine et de contourner le problème quelque part. Il y a eu des projets de gros barrages, style barrage de la Rance, vraiment à l'embouchure de la Seine. Il y avait des projets avec des ports vraiment très conséquents, style Rotterdam, implantés au niveau du Havre. Et finalement, ce qui a été fait, c'est un projet d'aménagement de la Seine en tant que tel. Aménagement sur plusieurs points. Le premier point, ça a été de
fixer le lit de la Seine. Donc d'arrêter, alors pas la méandrification, mais le cheminement de la Seine dans une plaine assez vaste. Et du coup, ça s'est passé par la construction ou le renforcement des berges, la construction de digues qu'on voit aujourd'hui. Alors pour la zone un petit peu à l'amont de Rouen, on est plus sur des choses un petit peu en pierre, ou en enrochement, et à l'aval de Rouen, vraiment sur des digues en dur, et qui ont permis de, quelque part, de canaliser la Seine, de fixer son lit. Donc ça a permis également d'accélérer les courants. En fait, si on a des digues sur les berges, il y a beaucoup moins de frottement que quand on a de la végétation, que quand on a des arbres. Donc du coup, le courant va plus vite. Si le courant va plus vite, il a une capacité d'entraîner des matières un petit peu plus lourdes et du coup de draguer naturellement le fond de la Seine et du coup d'approfondir un petit peu la Seine et de faire passer des bateaux plus gros. Donc il y avait aussi cet objectif-là qui s'est accompagné de dragage aussi physique, donc d'approfondissement de la Seine, et souvent ces sédiments étaient utilisés pour mettre derrière les nouvelles berges et de rétrécir un petit peu la largeur de la Seine. Donc ces travaux qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années, qui ont commencé mi-19e globalement, jusqu'au courant du 20e. Il y a encore des travaux aujourd'hui, même s'ils sont beaucoup plus, une ampleur très largement moindre. Ce qui a beaucoup été fait, qui va intéresser notre secteur, on avait beaucoup d'îles sur la Seine. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait plus, je crois que de mémoire c'est 120 îles qu'on dénombre en 1750. Alors 1750, c'est un peu notre référence la plus ancienne, où on a des cartes qui sont dignes de confiance sur ce qui est tracé dessus. Et globalement, on était plus de 100 îles. Aujourd'hui, on en a plus que 20. Sur cette même portion, donc globalement 80% qui ont disparu, de différentes manières. Soit on avait vraiment des îles qui gênaient la navigation, auquel cas elles ont été complètement enlevées. Ces sédiments ont été déposés ailleurs ou ont été remis en suspension et c'est la Seine qui les a transportés naturellement. Il y a des îles où des fois il y en avait plusieurs, des petits chapelets qui ont été réunis entre elles pour en former qu'une grande et puis moins gêner la navigation. Il y en a plusieurs qui ont été rattachés à la berge, c'est-à-dire on avait le cours de la Seine, on avait une île, on avait un bras mort ou une annexe hydraulique avant la berge, et en approfondissant la Seine, on prenait ces sédiments pour les mettre dans ce bras mort et du coup combler le trou entre l'île et la berge, et la berge de l'île devient la nouvelle berge de Seine. Donc il y a beaucoup d'îles aussi qui ont été comme ça rattachées à la Seine. Donc les îles soit ont été arasées, soit rattachées à la Seine, soit fusionnées entre elles. L'île Lacroix, par exemple, qui est la dernière sur Rouen, c'est deux îles qui ont été rattachées. Et celles qui gênaient pas entre guillemets la navigation sont été conservées, et il en reste aujourd'hui ce qu'on appelle le secteur des îles, globalement entre Oissel et Rouen. Donc c'est là qu'il reste les dernières îles de la Seine, et qui sont finalement qu'un reste relictuel de tout ce qu'on pouvait avoir en île précédemment. Cet aménagement-là, donc on a dit approfondissement, endiguement, retouche de la morphologie, retouche des îles, donc ont permis de sécuriser la navigation, de faire passer des bateaux plus gros, avec une profondeur, ce qu'on appelle un tirant d'eau plus élevé, et également des constructions de barrages ou d'ouvrages pour réguler la navigation. Alors dans le secteur qui nous intéresse, il y en a deux principaux. Il y a le barrage de Marteau, alors lui qui a été construit mi-19e, c'est ça, mi-19e, qui était un barrage à aiguille et qui était au niveau d'un pertuis qui était fait pour rehausser le niveau d'eau en amont de ce barrage-là, et du coup de permettre une hauteur d'eau suffisante pour la navigation. Ce barrage-là a été arasé en plusieurs fois, et il en restait un petit relictuel qui a été arasé l'année dernière, il y a 2 ans, septembre 2017,
qui était le petit barrage qui restait à la confluence, à la deuxième confluence de l'Eure et de la Seine. Alors cette confluence-là est intéressante parce qu'elle n'est absolument pas naturelle. En fait, le cours de l'Eure, l'Eure qui est un affluent de la Seine, se jetait dans la Seine. Et au moment des constructions du barrage, et ça a été revu plusieurs fois au cours de l'histoire, cette confluence a été bougée. Et tout le bras qui existe entre la première confluence au niveau de Pont de l'Arche, entre l'Eure et la Seine, et la deuxième au niveau du coup de Marteau, toute cette annexe hydraulique-là est une construction de l'homme, et avec aujourd'hui cette double confluence de l'Eure dans la Seine. Et du coup, toute la construction qu'il y a entre ce bras de l'Eure et la Seine, donc tous les étangs qu'il y a dans ce secteur-là, donc là aussi sont une construction, ont été alimentées par la Seine, puis par l'Eure, au gré des modifications un petit peu du barrage et de la retouche de cette confluence-là. Un peu plus en amont, on a le barrage de Pose, qui est notre limite de territoire, parce que c'est ce qui va arrêter artificiellement la marée. En gros, ce qu'il faut voir, l'estuaire de Seine, du coup, on a d'un côté la Seine, donc le débit de la Seine qui s'écoule de l'amont vers l'aval. De l'autre côté, on a la marée qui vient de la baie de Seine, qui vient de la Manche de la baie de Seine et qui pénètre dans la Seine. Et du coup, il y a deux phénomènes qui se passent. Il y a une zone où ces eaux douces qui viennent de l'amont et les eaux salées qui viennent de la mer se mélangent. Au gré des marées, forment ce qu'on appelle un gradient de salinité, donc une salinité plus élevée vers la mer jusqu'à une eau douce au niveau de la Seine. Et ce mélange-là est vraiment au niveau de l'embouchure, globalement entre Le Havre jusqu'à Vieux-Port, donc un petit peu avant Tancarville. Et là, on a des eaux, on a une marée avec des eaux dont la salinité varie, avec toutes les espèces aquatiques, végétales, animales, habituées ou spécifiques à ces milieux-là, qui font une des richesses écologiques de l'estuaire de Seine, avec la réserve naturelle qui est là notamment. Et du coup, pour ce qui va nous intéresser, on a ce mélange physique des eaux dans ce secteur-là, et après tu as la marée qui continue à remonter, mais c'est l'onde qui remonte. Faut s'imaginer, c'est un peu comme quand on fait des ricochets sur un lac, on a les petites vaguelettes qui se propagent sur le lac, mais ce qui se propage, c'est l'onde, la force qu'on a envoyée avec notre galet, c'est pas les molécules d'eau physiquement qui vont traverser tout le lac. Et là, du coup, de la même manière, l'onde de marée, c'est la force de la marée qui continue à se propager jusqu'à Rouen et jusqu'à Pose, où on voit des marées hautes, des marées basses. À Rouen, on a encore 3 mètres de marnage, donc de différence entre la marée haute et la marée basse. Au niveau de Pose, on a encore 1 mètre de différence entre les marées hautes et les marées basses. Mais par contre, l'eau est douce. Donc on a de la marée, mais qu'avec de l'eau douce. Et le barrage de Pose, aujourd'hui, et depuis sa construction, lui, fin 19e, limite artificiellement, physiquement, cette onde de marée. Si le barrage n'était pas là, la marée remonterait encore un petit peu plus en amont. Alors, c'est pas évident à estimer jusqu'où, parce qu'après il y a pas mal d'îles, mais vous remonterez un peu plus en amont. Et donc du coup, ce barrage est vraiment, nous, la limite de l'estuaire tel qu'on le définit, est vraiment la limite d'influence assez importante, et le départ d'un ensemble un petit peu après de Pose jusqu'à l'embouchure. Ce barrage-là, aujourd'hui, c'est tout qu'on résume souvent sous barrage de Pose, c'est tout un ensemble. En fait, si on part de la rive droite jusqu'à la rive gauche, sur la rive droite, d'abord on a des écluses, donc elles qui permettent du coup aux bateaux de passer de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont, et derrière de remonter jusqu'à Paris ou de redescendre. Il y a une petite île. Il y a ensuite une passe à poissons pour permettre la continuité écologique et aux migrateurs de remonter la Seine. Donc c'est cette passe à poissons qui est de construction récente, qui a été mise en service l'année dernière. On a ensuite ce qu'on appelle le barrage en tant que tel, donc qui sont plus des différentes portes avec des clapets, et qui vont en fait un fonctionnement où il y a une consigne de niveau d'eau à l'amont du barrage. Et pour atteindre cette consigne-là, si on n'a pas assez d'eau, les clapets remontent, donc du coup remplissent un petit peu ce qu'il y a à l'amont, et s'il y en a trop, ça baisse,
et une fois qu'ils sont baissés, par exemple en période de crue, ça passe par-dessus et il n'y a pas de rôle on n'a pas de rôle de rétention d'eau, par exemple en période de crue. C'est vraiment un rôle pour la navigation et de maintien d'un niveau d'eau, et quand on est au-dessus, ça déverse, l'ouvrage est transparent, et de la même manière, en été, quand on est en étiage, quand il y a peu d'eau, il n'a pas de rôle, fonctionnellement, il ne peut pas alimenter l'aval en eau, enfin il ne peut pas en stocker, c'est vraiment quelque chose qui a un fonctionnement au fil de l'eau quelque part, et avec tout un même système de barrage plus à l'amont jusqu'à Paris, donc d'écluses et de barrages qui se succèdent. Si on continue notre cheminement du coup de la rive droite vers la rive gauche, on a donc ce barrage. Après, on a une centrale hydroélectrique du coup, avec quelques turbines qui permettent de produire du coup, l'électricité avec la force du courant, et une deuxième passe à poisson qui est historiquement la première, qui elle aussi permet le passage de migrateurs, avec pour ces deux passes à poisson-là des systèmes vidéo qui permettent de visualiser et de compter les poissons qui passent. Donc ça permet de savoir les espèces qui sont présentes, de comptabiliser le nombre d'individus qui passent. C'est notamment avec ça qu'on voit que des migrateurs qui avaient complètement déserté l'estuaire de Seine, comme le saumon, comme la lauze, du coup aujourd'hui reviennent en Seine, sont présentes. Alors, avec des effectifs et des densités pas très élevées, mais premier signe de reconquête de la qualité du milieu. On comprendra toujours avec la qualité de l'eau, mais des choses qu'on peut voir. Quand on présentait tout à l'heure le fonctionnement de l'estuaire, on a vraiment plusieurs influences. On a l'influence, on le disait, de la marée, qui pour les grands coefficients de marée ou les grandes marées, on a des marées hautes qui sont plus élevées que quand on a des faibles coefficients de marée. On a le débit de la Seine, donc quand on a des débits élevés, donc les débits c'est les apports d'eau de la Seine au fleuve. Quand on a des débits élevés avec des crues notamment, on a un niveau d'eau forcément plus élevé là encore. Et troisième facteur qui peut jouer, ça va être la météo. Quand on a des forts vents qui viennent de l'ouest, ça pousse la maso, ça pousse la marée, et on peut avoir ce qu'on appelle des surcotes, donc un niveau d'eau plus élevé qu'on aurait s'il n'y avait pas de vent. Et de la même manière avec la pression atmosphérique, quand on a des faibles pressions atmosphériques, quelque part le poids de l'air est un peu moins fort sur l'eau, et le niveau d'eau est plus élevé que si on avait une pression atmosphérique plus forte. Et du coup, selon la combinaison de tous ces facteurs-là, donc fort coefficient de marée, tempête, crue, on peut avoir des débordements de la Seine qui vont être le résultat de la conjugaison d'un petit peu tous ces phénomènes. Alors pour la zone plutôt à l'amont de Rouen, forcément c'est plutôt le débit de la Seine qui va être le facteur prépondérant dans les débordements de la Seine, mais ces débordements peuvent être soutenus ou renforcés quand on a des forts coefficients de marée ou des conditions de météo défavorables. Là par exemple on a connu début 2018 deux épisodes de débordement. Un premier épisode début janvier qui était plutôt lié à une tempête et des gros coefficients de marée, donc des débordements assez importants et plutôt dans la partie aval de l'estuaire, donc plutôt à l'embouchure, mais aussi jusqu'à Rouen. Et un deuxième épisode, lui, qui était fin janvier, début février, là, avec une crue de la Seine, où là on a eu des débordements plutôt à l'amont, donc Elbeuf, Oissel, et également jusqu'à Rouen. Et ce qui est intéressant sur ces deux épisodes récents, c'est que le débordement à Rouen, le niveau d'eau atteint à Rouen était le même, que ce soit avec la tempête ou que ce soit avec la crue. Et du coup, on voit bien qu'avec ces deux phénomènes-là, on peut avoir des débordements finalement assez fréquents. Et pour la zone qui nous intéresse, voilà, ça peut plutôt être lié aux crues. Donc les derniers débordements, là, c'était du coup début 2018. Il y en a eu une grosse crue aussi en juin 2016, assez récent. Crue qui était intéressante du fait de qui était particulière du fait de son époque. C'était une crue qui est venue en juin, donc quelque chose qu'on n'avait jamais observé, et là aussi avec des débits assez forts à cette époque-là. Alors les débordements de la Seine, du coup, ils ont une dynamique, donc
dans ce secteur-là qui va être lié à la dynamique de la crue, donc des montées de l'eau plutôt lentes, qu'on a le temps de voir venir. On n'est pas sur des crues torrentielles, on est vraiment sur des débordements lents qu'on sait qu'ils vont venir parce qu'on a déjà des débordements qui viennent la crue vient de l'amont, donc qu'on peut prévoir, qu'on peut prévenir, et du coup avec une gestion de la crue derrière qui peut en être facilitée. Et cette dynamique sur cette dynamique liée à la crue s'ajoute une dynamique liée aux marées. Et donc du coup avec des inondations qui peuvent se passer à marée haute, le niveau d'eau qui rebaisse quand la marée baisse, qui va redéborder ou remonter un petit peu avec la marée, et du coup une dynamique qui peut être, des débordements qui peuvent être assez, perdurer, qui peuvent être assez longs. On a aussi des phénomènes ici de ce qu'on va dire de remontée de nappe, donc du coup l'eau qui va plutôt venir du sol, et des zones qui peuvent déborder, qui peuvent inonder sans forcément que ce soit la Seine qui est débordée. Souvent ces phénomènes-là vont se conjuguer et ont une importance dans la fin de la crue qui va être plus ou moins longue, selon un petit peu ce qu'on va appeler le ressuyage, donc le temps où l'eau va rester sur ces secteurs-là. C'est des phénomènes, là je parlais des phénomènes des épisodes récents, mais qui sont pas nouveaux. On a beaucoup de témoignages ou de données sur des crues ou des débordements historiques. En 1910 pour la plus connue, où on avait eu des débordements dans ce secteur-là, mais tout au cours du XXe siècle, pour ceux qu'on connaît mieux, on a connu pas mal de débordements, notamment au secteur Ouessel Pose, qui est assez soumis à ce risque-là, et ce, même avec les aménagements qu'on a pu connaître. L'estuaire de la Seine, c'est la zone qui est au débouché de tout le bassin versant de la Seine. C'est-à-dire que toute l'eau qui va tomber quelque part sur le bassin de la Seine, donc le bassin de la Seine, ça va comprendre en gros la Normandie, le bassin parisien et toute la région Aube, Troyes, Compiègne, toutes ces zones-là, vraiment une grande partie du bassin et de l'amont du bassin parisien, qui représente 14% de la superficie nationale. Donc toute l'eau qui est sur ce bassin versant-là va finir dans les rivières, dans la Seine, et va un jour passer dans l'estuaire. Et donc du coup, tous les rejets polluants, que ce soit par les villes, par les industriels, par l'activité agricole, tous ces rejets polluants qui se retrouvent dans l'eau, du coup, vont eux aussi passer par la Seine. Et juste pour donner quelques chiffres qui sont très parlants, on a une surface, du coup je vous disais, de 14% de la superficie nationale pour le bassin de la Seine, et sur ces 14%-là, on a une très grosse part de l'activité économique, on a une très grosse part de l'activité agricole, une très grosse part de la population française, et du coup on a des très fortes pressions industrielles, urbaines, agricoles, sur un territoire finalement assez petit par rapport à d'autres cours d'eau français. Et c'est ça qui va expliquer une qualité de l'eau souvent dégradée, historiquement en tout cas fortement dégradée, pour la Seine, liée à ces fortes pressions sur un petit secteur. Alors, cette qualité de l'eau, elle a toute une histoire, la qualité de l'eau de la Seine, sans forcément remonter très, très loin. On a eu, on va dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, des apports en polluants qui étaient peu ou prou acceptables ou qui allaient dans le milieu, mais dont le milieu pouvait un peu l'épurer ou pouvait gérer naturellement ces apports-là. À partir des années 50, on a eu une intensification vraiment de l'industrialisation de la Seine, de l'axe Seine et de la région, avec beaucoup d'apports polluants, que ce soit des métaux, que ce soit des hydrocarbures, que ce soit tout un tas de substances chimiques, de matières organiques, sans rentrer dans ce détail-là, mais vraiment de forts apports polluants qui étaient rejetés directement, soit par les villes, soit par les industries, sans aucun traitement et sans aucune mesure de précaution environnementale sur ces rejets-là. Du coup, qui ont largement marqué
la Seine et ses affluents, hein, que ce soit pour le territoire qui nous intéresse, sur l'Eure, sur le Pont, le Rouvoir, enfin tous ces cours d'eau-là aussi, il y a une forte pression chimique, enfin d'apport polluant, notamment industriel, dans cette région-là, avec traitement de surface, le travail des métaux qui était assez présent, et avec de forts rejets dans le milieu. Forcément, ça engendrait une dégradation de la qualité des eaux, avec des contaminations chimiques assez fortes, avec des mortalités de poissons, et enfin, globalement de toute la faune aquatique de façon assez large. Ça a perduré pendant ce qu'on appelait les décennies noires, les années 50, 60, 70, et une prise de conscience qu'il y a eu dans ces années 60, enfin globalement dans les années 70, avec des alertes des pêcheurs, des alertes de riverains, de professionnels, d'industriels un petit peu aussi, de services de l'État, qui se sont dit, bon voilà, cette qualité de l'eau là, c'est plus possible aujourd'hui, on va faire en sorte de la restaurer, d'aller vers un mieux et de réduire largement notre pression qu'on peut avoir sur le milieu. Donc du coup, cette prise de conscience, globalement, est datée de courant des années 70, et avec une volonté commune des différents acteurs d'améliorer cet état de fait. Alors, ça a pris la forme que ça a pris. Il y a eu plusieurs objectifs qui ont été mis pour la Seine, de restaurer l'oxygénation. Déjà, il n'y avait quasiment plus d'oxygène en Seine, donc plus de mortalité de poissons derrière. Ça a pris la place de la forme de restriction d'usage. Ça a pris la forme d'une amélioration, de mise en place déjà de traitements et d'amélioration des traitements des rejets qui étaient effectués. Ça a pris la forme aussi de délocalisation, d'usines confirmées, et du coup forcément les rejets associés qui ont été arrêtés. Et progressivement, à partir des années 80, il y a toutes ces mesures-là ont permis, au début un peu doucement, et ça a pris de l'ampleur, d'améliorer la qualité de l'eau de façon assez générale. Donc c'est des choses qu'on voit nous dans les chroniques de suivi, donc c'est des suivis qui existent pour suivre la qualité des eaux, avec des chroniques qui commencent à être assez anciennes aujourd'hui, à partir des années 80 globalement, et on voit sur les différents graphiques, les différentes chroniques, une amélioration de différents paramètres, que ce soit la contamination en métaux, la contamination en hydrocarbures, le niveau d'oxygénation, en flux de phosphore par exemple, pas mal de paramètres qui se sont améliorés à partir de ces époques-là, donc à partir des années 80. Donc qui était vraiment un tournant dans cette qualité-là. Et en complément à ça, du coup, on l'a vu un petit peu au laboratoire, cette amélioration. Ça se voyait aussi visuellement avec des choses qu'on observait. Il y avait de la mousse, par exemple, dans le barrage de Pau, c'est des choses qu'on a beaucoup vues, jusqu'à 1,50 m de mousse. Il y a des rejets de détergents, on voyait des mortalités de poissons, des fois l'été quand il faisait vraiment chaud et peu d'oxygène dans la Seine, avec tous les poissons qui étaient le ventre en l'air, des odeurs des odeurs d'hydrocarbures, des nappes d'hydrocarbures qui passaient en Seine. Donc, tout ça a progressivement disparu, et on a eu, à partir globalement des années 2000, une réponse une réponse du milieu environnemental à cette amélioration-là. Quand je vous parlais tout à l'heure de poissons qu'on n'observait plus, par exemple de migrateurs, c'est à cette époque-là qu'ils commencé à revenir. Les perlans qui avaient disparu étaient revenus aussi. Et du coup, le milieu a répondu aussi à cette amélioration avec ce retour des poissons. Là, plus récemment, il y a des phoques qu'on commence à observer à l'embouchure de la Seine, sur des oiseaux aussi, par exemple le faucon pèlerin qui avait complètement disparu, qui est revenu aujourd'hui au niveau qui était le niveau de présence qui était le sien dans la première moitié du XXe siècle. Donc on voit aussi que le milieu répond à cette amélioration, et aujourd'hui on est sur cette reconquête de la qualité des eaux. Néanmoins, tout va mieux, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a plus de problème. Et un des problèmes est justement lié à un peu un héritage de l'industrialisation qu'on a pu avoir au XXe siècle dans l'estuaire de Seine, avec un peu un héritage de ce qu'on appelait tout à l'heure les décennies noires, de toute cette période où il y avait beaucoup de rejets de polluants dans le milieu. Il faut imaginer qu'il y a un certain nombre de polluants qui ont la capacité à s'accrocher
aux matières en suspension qui sont présentes dans l'eau, aux vases notamment. Et quand les vases se déposent dans la Seine, les polluants qui sont accrochés à ces vases se déposent avec, qui au fur et du temps sont recouverts par les vases plus récentes, année après année sont recouverts. Et aujourd'hui, en profondeur, sur certains sites, on a encore ce qui s'est déposé il y a 30 ou 40 ans et les polluants qui y sont associés. Donc certaines zones où en profondeur, on a ces stocks de polluants qui sont encore présents. Ou alors, tout à l'heure, je vous parlais d'îles qui ont été fusionnées, de bras morts qui ont été comblés, et souvent à l'époque où ça a été fait, sur certains secteurs, c'était dans ces années-là, 60-70, où du coup on prenait les sédiments de la Seine, avec les polluants qui étaient associés, et c'est eux qui ont servi à fusionner les îles ou à remblayer des bras morts, et aujourd'hui ces sédiments sont encore en place sur ces secteurs-là. Et un des enjeux aujourd'hui, c'est soit ne pas toucher à ces sédiments-là, soit les gérer correctement pour éviter leur remobilisation et leur retour dans le milieu. C'est surtout, en fait, si on imagine, par exemple, on a un ancien bras mort qui a été comblé, on se dit, écologiquement, c'est intéressant de refaire ici un bras mort parce que les habitats de poissons, il y en a un certain nombre qui ont été dégradés, qui ont été détruits, on peut en recréer. Si on recreuse dans ces endroits-là et on remet en suspension ces sédiments, du coup, ils peuvent poser un problème de qualité de l'eau. Après, la question, c'est un petit peu de trouver une solution pour restaurer écologiquement un certain nombre d'habitats sans pour autant remettre en suspension des polluants chimiques qui ont été déposés il y a 30 ou il y a 40 ans, ou alors si on le fait, voir si on peut faire des traitements ou le faire de façon intelligente, mais considérer vraiment cette problématique quand on a ces projets de restauration écologique ou d'aménagement. Ça peut être le même questionnement si on veut refaire soit un quai à un endroit, si on veut refaire vraiment un aménagement, de considérer ces sédiments, chose qui est faite, mais vraiment c'est une particularité un petit peu de l'estuaire de Seine et de ces secteurs-là, où on a aussi cet héritage-là à gérer.